Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Proposer un service responsable, citoyen, vertueux tout en étant rentable, est-ce mener son entreprise à sa perte ? Les plus pragmatiques, pour ne pas dire cyniques, diront que morale et business sont deux choses distinctes et que l'objectif d'une société, c'est avant tout de faire du profit. Les autres, ceux qui souhaitent injecter à leur modèle économique et au concept de leur projet un peu d'éthique et de valeur, sont trop souvent, à tort, rabaissés au rang d'utopistes. Une erreur, car à l'époque où la mobilité se transforme, change, nous emportant avec elle, il est nécessaire pour les entreprises de bouger et d'être à son image, sans en faire trop, sans discrimination positive, sans passer une couche de pommade, pourtant la bienvenue. Il faut saluer ceux qui prennent le contre-pied d'un système qui a tendance à héroïser les chefs d'entreprise qui réussissent, détournant le regard des dommages collatéraux. La fin ne justifie pas les moyens. Et ce credo, Bertrand Altmaier l'a bien compris. Depuis 2014, cet entrepreneur persiste à faire de Marcel un service VTC citoyen, responsable et humain, parce qu'après tout, avoir des valeurs, c'est faire des choix. Bienvenue dans une nouvelle émission de Voyage en mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, à Marcel, des VTC pas comme les autres. Afin de parler de Marcel aujourd'hui, j'accueille donc Bertrand Altmaier, son cofondateur. Merci beaucoup d'être là et bienvenue. Merci. Avec nous, nous allons donc discuter de votre service de VTC que vous qualifiez vous-même de citoyen et responsable. Et nous allons voir pourquoi il est citoyen et responsable, justement. Alors avant toute chose, pouvez-vous nous résumer, afin que tout le monde comprenne bien, ce qu'est Marcel ? Alors Marcel, on est une plateforme de VTC, donc on met en relation des chauffeurs indépendants avec des clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Et effectivement, on porte une attention toute particulière à toutes les parties prenantes de ce secteur, à savoir les chauffeurs, les clients via un service de qualité et l'environnement. C'est quoi la genèse ? En fait, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait ajouter justement un peu de citoyenneté dans un business de VTC ? Alors la genèse, c'est avant tout la conviction qu'il existait un besoin de mobilité qui était mal desservi. La genèse date des années 2000, où j'étais fondamentalement convaincu effectivement que la mobilité n'était pas desservie comme il le fallait. Ensuite, c'est la fusion entre une conviction d'un besoin économique et des valeurs personnelles qui ont fait que la fusion a accouché effectivement de Marcel, qui est un service de mobilité mais responsable. Du coup, à partir de ce moment-là, comment s'est mis en place le projet, à partir du moment où vous vous êtes rendu compte qu'il y avait ce besoin justement ? Eh bien, en se lançant avec un associé, Benoît Richard, une fois qu'on était convaincus de la pertinence du business model, on a travaillé beaucoup tous les deux. On a levé un peu d'argent, on a embauché nos premiers salariés, on a développé une technologie qui nous permet aujourd'hui de donner accès à une application, à un site internet pour pouvoir réserver. On a construit une entreprise et petit à petit le message s'est affiné, les valeurs se sont affinées aussi. Et voilà, on est dès le début, dès le lancement du service en 2014, on portait une attention toute particulière, en particulier aux chauffeurs. Parce que, alors qu'on a commencé à travailler alors que le secteur n'existait pas, nos principaux concurrents n'avaient pas lancé leur service en Île-de-France. Petit à petit, pendant les 2 ans, on a préparé, développé l'outil. D'autres nouveaux services sont apparus et on s'est aussi construit en différence avec ceux qui existaient. Et ce qui a renforcé notre conviction que le chauffeur était vraiment l'élément clé de ce service. Et qu'il fallait y porter une attention toute particulière. On va y revenir sur cette attention que vous portez aux chauffeurs. Avant cela, pouvez-vous nous dire combien aujourd'hui vous avez d'utilisateurs, de chauffeurs et justement d'entreprises partenaires B2B ? On travaille quotidiennement avec 2000 chauffeurs aujourd'hui. On est en forte croissance. Parmi ces 2000 chauffeurs, il y a donc une centaine qui conduisent des véhicules 100% électriques. Je pense qu'on y reviendra, mais on vient d'annoncer le lancement d'une gamme 100% électrique. On a 130 000 clients en Île-de-France.
1100 à peu près entreprises qui travaillent avec nous, donc qui nous confient la mobilité de leurs employés. On signe des contrats cadres avec eux et donc en échange, ils nous promeuvent à leurs employés et poussent les employés à nous consommer. Juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et parler justement de ces chauffeurs, j'ai envie d'exclure cette question de la comparaison, comme ça ce sera fait. On peut dire que Marcel n'est pas comme les autres services VTC, non ? Oui, alors d'un point de vue expérience utilisateur très, très pratique, on est assez proche, c'est-à-dire qu'on a une application, on a un site web, on l'a développé avec notre propre technologie, donc ça peut y avoir des similitudes, des différences. Ensuite, on est vraiment différent dans l'approche, puisque nos concurrents ont des noms assez aseptisés qui traduisent, je pense, une certaine vision du secteur. Nous, on a voulu volontairement appeler ce service par un prénom parce qu'on voulait humaniser mais remettre le chauffeur au milieu de tout ça. Donc oui, on a une approche différente, des modes d'utilisation assez comparables et ensuite un service qui se veut différent puisque nous on espère en tout cas, et c'est vraiment les valeurs qu'on pousse, que c'est un service de qualité avec des chauffeurs qui sont heureux de travailler avec nous et donc qui le rendent à nos clients. Ça vous embête qu'on mette Marcel en perspective avec ses concurrents ou justement plus on le fait, plus ça vous flatte parce que plus vous dites que vous êtes différent justement? Non, c'est un moyen assez simple de faire comprendre ce qu'on fait déjà parce que aujourd'hui Uber est un nom commun, donc c'est un moyen simple. Après c'est de temps en temps on se dit il est fou parce que il s'attaque à un géant qui est financé à coups de milliards partout dans le monde. Après, oui, ça nous permet de mieux nous différencier, d'autant que souvent que certains de nos concurrents étaient dans la caricature inverse. Ouais, je vous le disais, notre premier point à aborder, c'est celui des chauffeurs. Vous en conviendrez, leur collaboration dans un service VTC est quand même essentielle. Avec ces derniers, vous, Marcel, vous prenez un modèle gagnant-gagnant. Expliquez-nous ça. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce modèle. Ce qui est sûr, c'est que la première chose, c'est l'élément financier. Aujourd'hui, on a beau s'entendre très bien avec nos chauffeurs, s'ils ne gagnaient pas correctement leur vie, ils ne travailleraient pas avec nous. Donc sur cet aspect-là, comme on est plus petit que nos concurrents, on génère potentiellement moins de chiffre d'affaires qu'eux, nous on a pris le parti de ponctionner les frais de service les plus bas du marché. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le business model de ce secteur, c'est de se rémunérer sur le volume d'affaires qui transite par la plateforme. Donc vous commandez une course qui vaut 100, et nous on se rémunère à hauteur de 13,6% hors taxe sur cette course. C'est comme ça que nous on gagne notre vie, parce qu'on fait du marketing, parce que on développe la plateforme, c'est notre façon c'est la contrepartie qu'on obtient. Nos concurrents prélèvent en moyenne entre 25 et 30%, ce qui fait que quelque part on est 2 fois moins cher pour les chauffeurs que nos concurrents. Ce qui fait qu'eux sont plus rentables quand ils travaillent avec nous. Donc on est responsable et respectueux de leur engagement via cet aspect financier, mais pas que. Ensuite, on est à leur écoute, on a une équipe qui est dédiée à leur écoute, à leur suivi. Aujourd'hui, on a grossi beaucoup récemment et donc on a aussi une équipe dont le rôle est de leur faciliter la vie, donc de leur proposer des partenariats qui leur permettent d'économiser de l'argent via des véhicules, via des services d'entretien, de nettoyage, tout ce qu'ils fait aujourd'hui qu'ils dépensent de l'argent pour leur activité. Nous, on essaye de faire en sorte qu'ils en dépensent le moins possible. Vous dites considérer vos chauffeurs non pas comme des employés mais comme des partenaires et même comme des clients. Expliquez-nous en quoi cette précision sémantique elle est importante pour vous. Alors déjà ce ne sont pas des employés puisque ce sont des chauffeurs indépendants qui choisissent de travailler avec nous et qui choisissent de travailler quand ils veulent, où ils veulent. On n'a absolument pas notre mot à dire. Donc en ça ce ne sont absolument pas des salariés. Ensuite des partenaires, pourquoi ? Parce que je suis persuadé que c'est avec eux qu'on va construire une plateforme pérenne. Et donc si on se positionne en tant que sous-contractant ou fournisseur, c'est quelque chose qui peut être assez péjoratif. Et puis surtout, ça déresponsabilise, je pense, les chauffeurs. Et donc moi, j'ai vraiment cette volonté de co-construire quelque chose avec eux. Pour encore plus axer votre esprit d'entreprise sur la relation humaine, vous proposez des groupes de travail. Le but, écouter les chauffeurs qui travaillent pour vous, justement, leurs revendications, leur vie, leurs soucis.
Et le premier de ces groupes de travail, il y en a eu 2 si je ne m'abuse jusqu'à présent. Il y en a eu 3 aujourd'hui. Il y en a eu 3, pardon. Il a eu lieu en 2016. Donc les parties présentes étaient 6 chauffeurs volontaires, des porte-paroles syndicats VTC, UNSA et CAPA, ainsi que des responsables de Marcel, dont vous d'ailleurs. Il y a eu à l'époque 3 thématiques de discussion, les engagements respectifs, les taux de commissionnement et la modalité de rupture de partenariat. Et de ce groupe de travail, il a ressorti différents engagements. Alors je peux en parler avec précision aujourd'hui puisque vous avez sorti un communiqué de presse qui explique très clairement ce qui s'est dit, ce qui s'est passé et sur quoi ce groupe de travail a débuté. Par exemple, du côté de vos engagements, vous engagez une transparence et une optimisation des trajets, une rétribution des chauffeurs hebdomadaires. Et puis côté chauffeur, il y a eu des engagements d'avoir une présentation soignée, un accueil courtois, une voiture propre. Bref, pourquoi avoir créé ces groupes de travail? En quoi c'est important pour Marcel? Alors il y avait 2 raisons. La première, c'est que on s'est rendu compte à un certain moment que nous on n'était pas sur le terrain et donc qu'il fallait mieux comprendre et échanger plus avec nos chauffeurs et de manière plus je dirais moins ponctuelle que simplement via une rencontre ou via un coup de fil, mais vraiment sur plusieurs heures, sur une demi-journée, pour comprendre de quoi leur quotidien était fait et puis pour essayer d'apporter les meilleures réponses. Ouais, ça dure longtemps. Ah oui, ça devait durer 4 heures, ça a duré 7 heures je crois dans mes souvenirs. On a abordé plein de sujets, c'était hyper constructif. La deuxième raison, c'est qu'il y avait aussi une prise de position à un moment où le secteur était en crise. L'annonce de ce premier groupe de travail a été faite le jour du passage d'une loi, qui est la loi Grand-Guillaume au Sénat. On va revenir dessus. Ouais. Voilà. L'idée était de prouver, alors que il y avait une forte colère des chauffeurs face aux plateformes de manière générale, et nous on était souvent mis dans le même bain. Donc l'idée c'était de montrer qu'il y avait une voie alternative qui permettait d'écouter les chauffeurs et pas simplement de se construire face à eux. Donc il y avait une dimension un peu politique dans cette annonce, mais il y avait une réalité opérationnelle qui était, on voulait mieux comprendre et aussi qu'ils comprennent mieux ce que nous on faisait, parce que beaucoup de chauffeurs disent vous nous volez de la commission, des frais de service, puisque c'est nous qui effectuons le trajet, pourquoi est-ce que vous rétribuez 13,6 ou d'autres plateformes 20, 25, 30. L'idée c'était aussi de leur faire comprendre de quoi était fait notre quotidien, que aujourd'hui on est plus de 60, mais à l'époque on était une vingtaine, ce qu'on fait au quotidien pour eux, qu'ils ne voient pas forcément, et donc quelque part pour qu'ils comprennent que c'était pas de la spoliation, mais bien une valeur ajoutée qui était créée par notre équipe. Ouais, là encore, on a ce côté gagnant-gagnant. Vous leur expliquez ce que vous leur apportez et ce que eux vous apportent. Et du coup, c'est primordial un peu pour vous cette communication en face à face avec vos collaborateurs. Ça fait aussi partie de cet état d'esprit Marcel qui veut que le grand patron ou le N+1, N+2, il puisse discuter en face à face avec ses employés et comparer justement à certaines entreprises où on peut ne jamais voir son patron, même au bout de 30 ans de vie d'entreprise. Bon, aujourd'hui on est 60, donc ça reste assez relatif, la hiérarchie bien sûr. Et encore assez plate. Mais oui, moi je suis... d'ailleurs à chaque arrivée de nouveaux employés chez Marcel, je passe un petit déjeuner avec eux pour leur expliquer l'histoire, d'où on vient, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui paraissent étonnantes d'un point de vue positif ou négatif. Ouais, c'est important pour vous qu'eux comprennent où ils mettent les pieds aussi. Exactement, parce que c'est une aventure pour les collaborateurs, comme vous disiez, les employés de la société, mais pour les partenaires chauffeurs aussi. Donc oui, le patron reste un être humain qui a les mêmes besoins, les mêmes envies que ses collaborateurs, et c'est pas parce qu'il y a une relation hiérarchique ou contractuelle qu'il y en a un qui est à mettre au-dessus de l'autre. Donc je suis vraiment convaincu qu'en expliquant et puis en démystifiant aussi le responsable, le patron d'une plateforme, qui est aussi un gros mot aujourd'hui dans l'économie collaborative, dans l'économie numérique, ça reste quelqu'un d'abordable. Dans ce contexte, je suppose que vous devez avoir des critères de recrutement assez précis. Quels sont-ils ? Alors oui, la raison est que, comme je vous disais, on portait une attention particulière sur les chauffeurs, mais sur les clients aussi. Et donc le deal, c'est qu'on apporte un service de qualité pour nos chauffeurs, mais eux doivent apporter un service de qualité pour nos clients, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Si vous avez des gens qui prennent mais qui ne donnent pas, ça ne fonctionne pas. Et donc oui, nous on leur demande des choses particulières qui ne sont pas forcément aujourd'hui ce que demandent toutes les plateformes aux chauffeurs, en particulier le port du costume, le fait d'être
d'être bien élevé, d'ouvrir la porte, de demander si le client veut une radio particulière, d'avoir des petites attentions, des bonbons, des bouteilles d'eau. C'est des choses qu'on voyait il y a 5 ans mais qu'on ne voit plus aujourd'hui. Donc nous, on continue. C'est des choses que faisaient vos concurrents avant. Voilà, mais qu'ils ont abandonné. Donc dans ce cadre-là, nous on est assez rigoureux dans ce qu'on appelle le recrutement de chauffeurs. On a un entretien téléphonique avec eux avant toute chose. Donc, comme premier contact. Comme premier contact. Donc, ce qui veut dire que sur les 2000 chauffeurs qui travaillent avec nous, il y a 2000 personnes qui les ont appelés depuis quelques années pour comprendre. Et d'ailleurs, le taux de rétention est autour de 50%, donc 4000. Donc ça fait du boulot. Et on leur demande pourquoi ils veulent travailler avec nous, s'ils ont compris quel était notre business model. Un chauffeur qui répond, c'est simplement pour gagner plus d'argent et avoir plus de plateformes avec moi, c'est pas une bonne réponse. Nous, on veut qu'il comprenne l'engagement de son côté. On lui fait quelques tests de compréhension de français et quelques tests de connaissances géographiques de Paris et d'Île-de-France. Oui, il y a 50% du coup de personnes que vous interrogez, en tout cas qui veulent rentrer chez Marcel, qui ne correspondent pas exactement. À donc tout le monde, Marcel, de la même manière que tous les clients qui cherchent le service le moins cher absolument, peu importe la qualité, ne sont pas forcément faits pour travailler avec nous. Tous les chauffeurs ne sont pas faits forcément pour travailler avec nous. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on a une deuxième étape qui est une formation qui a lieu 2 fois par semaine dans nos locaux, où là, on explique ce qu'on est, comment on travaille. On fait quelques rappels assez simples des valeurs qu'on veut transmettre et de ce qu'on attend des chauffeurs. Et à la fin de cet entretien, il y a un quiz qui doit être réussi à hauteur de 12 sur 20 pour pouvoir continuer. Et puis après, il y a le petit-déj, à ne pas oublier. Alors le petit-déj, non. Le petit-déj, c'est avec les employés de Marcel. Ouais. Je n'ai pas malheureusement le temps ni le nombre de petits déjeuners suffisants si pour... le petit-déjeuner. Je comprends. Vous insistez également beaucoup sur le recrutement des jeunes et le recrutement des femmes, si je ne m'abuse. Comment ça se passe justement de ce côté-là ? Moi, j'ai une conviction, c'est que c'est pas très français de manière générale, mais qu'on recrute un potentiel et pas une tête pleine. Et donc, moi, ma première employée du service client, elle avait fait une maîtrise d'histoire de l'art. Mais voilà, je laisse leur chance à des gens qui ont le courage de candidater dans une entreprise qui correspond pas forcément à la formation qu'ils ont reçue. Donc on a beaucoup de personnes qui sont un peu à contre-emploi si on regarde de manière un peu naïve, mais qui remplissent très bien, qui font très bien leur boulot. Ensuite, oui, moi j'ai une approche assez paritaire, mais ça c'est vraiment une conviction personnelle. Et donc dans un secteur qui est très masculin, on essaye de recruter un maximum de femmes pour apaiser beaucoup les relations qu'on peut avoir avec les chauffeurs. Particulièrement, les chauffeurs se permettent pas exactement les mêmes choses avec des hommes qu'avec des femmes. Et donc ça permet d'avoir une entreprise un peu plus apaisée. Vous connaissez un peu le pourcentage du nombre de femmes qui travaillent chez Uber ou pas du tout ? Chez Uber, pardon, chez Marcel. Dans notre société, nous on a une parité stricte, donc c'est 50%. De femmes chauffeurs, je n'ai pas en tête, mais c'est quelques pourcents, malheureusement. Et nous, d'ailleurs, dès qu'on voit une femme qui fait acte de candidature chez nous, on la traite avec une célérité, une attention particulière. Il y a eu un grand tournant, vous en parliez, dans le monde des VTC, notamment pour les chauffeurs, c'est la loi Grand-Guillaume. Une loi qui comporte des avantages et des inconvénients. Quels sont-ils, justement, ces avantages et ces inconvénients ? Alors les avantages, c'est que ça a clarifié un secteur en construction et en croissance et qui a eu un moment un certain nombre de dérives qui ont amené en tout cas une perception de mal-être des chauffeurs. Donc l'avantage de cette loi, c'est que maintenant il y a des règles qui sont très claires et qui ne changent pas, et donc aujourd'hui on sait dans quel cadre naviguer, et l'interprétation de la loi n'est pas forcément un élément de différenciation entre les offres des plateformes. L'inconvénient, c'est que face à effectivement quelques dérives, la loi est devenue très très stricte, et en particulier à fermer un peu l'accès au métier de chauffeur, qui est un métier d'intégration sociale. Et aujourd'hui, pour devenir chauffeur de VTC, il faut passer un test pendant 4 heures avec des questions rédactionnelles, avec de l'anglais, avec de la comptabilité. Qui n'est pas forcément adapté aux vrais besoins. J'ai une question qui m'a marqué, mais dans ce test, on demande combien de colonnes il y a à la Madeleine. Donc je suis ravi de vous apprendre qu'il y en a 52, une par semaine.
Et voilà, le chauffeur qui le sait ou qui le sait pas, c'est pas pour autant qu'il sera meilleur ou moins bon chauffeur. Donc il y a une dérive extrême, c'est souvent le cas dans les secteurs en construction, parce que on tâtonne, donc virage à droite, virage à gauche. Là, le virage il est un peu sévère vers du malthusianisme. J'ai grande confiance que le gouvernement actuel va rectifier ça. Mais aujourd'hui, on est face à une pénurie de chauffeurs, et par rapport à l'augmentation de la demande qu'on connaît, nous on a du mal à la desservir. Oui, je vous rappelle, simplement je rappelle que votre principal concurrent, pour ne pas le nommer, réguler justement qui peut devenir chauffeur ou pas, à l'époque, eux, ils s'en fichaient, quoi. C'était n'importe qui pouvait le devenir, quoi. Oui, ils ont pris un chemin, enfin en gros le chemin du volume, et donc ils ont été assez tolérants avec la règle, je dirais, et donc oui, ils ont beaucoup grossi avec des chauffeurs qui aujourd'hui ne pourraient pas l'être. Toujours dans cette volonté d'un service VTC citoyen et responsable, il y a un sujet qui est très important pour vous, c'est celui de l'écologie. On l'a compris, la mobilité de demain s'axe énormément sur cette question environnementale, et du coup vous ne faites pas exception. Pour cause, vous avez mis en place différentes initiatives, et la plus grosse étant sûrement celle de septembre de cette année, avec la mise en place d'une flotte de VTC 100% électrique, une grande première en France. Cette offre, elle s'appelle Eco. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, on a commencé en 2016 à avoir avoir l'envie de s'engager sur ce chemin-là. On a commencé par faire de la compensation carbone. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais au moins toutes les émissions de gaz à effet de serre qui étaient générées par notre activité, on les compensait en achetant des crédits carbone certifiés sur le marché. Et en fait, concrètement, on investissait dans des projets écologiques. On replante des arbres. Voilà, c'était des éoliennes en l'occurrence, mais qui permettent de produire de l'énergie propre. Et donc les crédits qui sont générés par ces initiatives permettent de compenser l'activité de notre société. Juste par rapport à ça, moi qui suis totalement néophyte, c'est pas quelque chose qui est du tout obligatoire aujourd'hui. Non, non, c'est la compensation carbone volontaire. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, les entreprises ont un quota d'émissions carbone qu'elles peuvent émettre. Si jamais elles le dépassent, elles doivent racheter des crédits pour en gros rester dans les clous. Ce qu'on peut faire aussi, et ça pour le coup c'est pas obligatoire, c'est neutraliser son impact carbone, et donc là on va au-delà simplement de la compensation légale, mais c'est de la compensation volontaire. Je voulais juste je connaissais pas du tout la législation, la réglementation. Et ça, l'avantage que ça a pour les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est que l'impact carbone de notre activité dans leur rapport RSE, il est nul, et donc c'est quelque chose qui a de la valeur pour eux. Du coup, Eco, c'était le next step de ça, quoi. Ouais, alors Eco, on a commencé à travailler avec Renault sur ce projet en mars 2017, pardon. Ce projet, en fait, suite à ces discussions, il y a eu des discussions capitalistiques avec le groupe Renault et sa filiale RCI Bank & Services. On a été racheté par cette filiale. Et donc ça, c'était le 1er août 2017. Et dès la rentrée, on a commencé à travailler sur ce projet de mise en circulation de dizaines, de centaines de véhicules électriques via notre plateforme. Et donc là, on est vraiment dans l'étape suivante, c'est que aucune émission n'est réalisée par les trajets qui sont réalisés sur notre plateforme. Et le 14 septembre dernier, donc on a annoncé le lancement officiel de cette gamme. On a 100 véhicules, pour la plupart floqués, donc que vous verrez peut-être dans Paris, qui sont là, donc qui sont des VTC électriques que vous pouvez commander sur notre plateforme pour tout type de trajet dans Paris intramuros et la petite couronne ouest pour le moment. Donc là, en septembre 2018, vous avez lancé 100 citadines, électriques. L'objectif que vous avez, c'est 500 au printemps 2019. Vous m'arrêtez si je me trompe. Quel modèle de voiture vous avez ? Alors, on n'a pas attendu que les chauffeurs s'équipent eux-mêmes de citadines électriques parce que ça aurait pu prendre un peu de temps. Donc on a, en partenariat avec Renault, avec une filiale de Renault, on a préparé un pack à disposition des chauffeurs, qui est un pack qui est assez avantageux. Donc on l'a proposé à des chauffeurs. Ce qui fait que, vu que ce pack est assez rentable pour les chauffeurs, ça a eu un grand succès. Parce qu'il y a de l'économie de carburant, des frais de leasing qui sont... Alors le leasing est avantageux, effectivement. Ouais. Ensuite, en gros, ça coûte pour un chauffeur une location assurée avec les recharges et la maintenance, c'est 750 € par mois. Alors qu'un chauffeur qui roule en véhicule thermique... il dépense entre 1500 et 2000 €. Donc un chauffeur qui roule en électrique fait
jusqu'à 50%, même plus de 50% d'économie. Donc c'est très avantageux pour lui. Il y a 3 aspects importants dans cette offre que vous proposez 100% électrique. C'est pas d'émissions de CO2, pas de saturation du trafic, grâce à des véhicules adaptés au trajet urbain. C'est pas souvent évident. On monte parfois dans des VTC 4x4 en ville. Et puis pas de bruit. Et justement, parlez-nous de cet aspect de pas de bruit dont on parle peu, mais qui est essentiel, puisque la pollution sonore, ça fait partie de la pollution, quoi. Alors ça fait partie de la pollution pour les gens qui ne sont pas dans le véhicule. C'est aussi quelque chose de très agréable, à la fois pour le chauffeur et pour le client. Pour le chauffeur, c'est assez important, même c'est très important, parce que les chauffeurs souffrent de pas mal de maux liés aux vibrations des véhicules. Quand vous passez 10 heures dans une voiture par jour, vous pouvez avoir des douleurs liées aux vibrations. Et donc, pour le bien-être des chauffeurs, c'est quelque chose de très important. Ensuite, pour le client, je ne sais pas qui a essayé, j'espère que beaucoup d'auditeurs ont essayé des véhicules électriques, mais c'est quelque chose de très doux. On peut échanger avec le chauffeur, il n'y a vraiment pas de bruit, il n'y a pas de vitesse, donc pas de secousse. C'est vraiment très agréable, c'est une expérience très agréable. On va aborder maintenant, si vous le voulez bien, la dernière partie de l'émission, avec le sujet de votre modèle économique / votre modèle éthique. En fait, en me renseignant sur Marcel et en me préparant pour cette émission, je me suis vraiment dit à un moment, mais pourquoi il s'embête en fait ? Il pourrait faire énormément de profit et arrêter de se ralentir entre guillemets avec ses considérations morales. Du coup, je vous pose la question, vous ne vous dites jamais de ça ? Vous vous dites jamais, mais pourquoi je m'embête ? Allons-y, faisons autre chose, rentabilité quoi. Oui, c'est dur. Ça a été en particulier dur avant de rejoindre le groupe Renault, parce qu'on était financé sur fonds propres et que le manque de rentabilité qui était potentiellement induit par ces engagements, c'était de l'argent qu'on avait en moins dans les caisses. Mais je suis persuadé que la pérennité de l'activité, elle passe par une rentabilité financière, mais que celle-ci s'atteint par un équilibre avec toutes les parties prenantes. Et pour moi, je suis impliqué à titre personnel dans d'autres mouvements, tels que le mouvement de l'économie bienveillante. Et l'idée, c'est pas de dire c'est la rentabilité au détriment de l'éthique. L'éthique amène plus de rentabilité, donc c'est quelque chose de très vertueux selon moi. Et les chauffeurs qui sont heureux de travailler avec nous fournissent un meilleur service, et du coup le bouche à oreille s'enclenche. Et moi je suis persuadé qu'au contraire c'est quelque chose de positif pour nous, et que malgré à un instant T peut-être une rentabilité court terme plus faible, la rentabilité long terme sera bien plus importante. Est-ce que vous souhaitez être un exemple ? Est-ce que justement vous vous dites je le fais parce qu'avec un peu de chance, quelqu'un fera la même chose, en tout cas sur ce même modèle, et puis ainsi de suite, sur ce modèle assez connu, des petits gestes individuels qui peuvent finalement former une grande chaîne vertueuse justement ? Alors dans le secteur, je sais pas, je parlerai pas pour mes concurrents, je sais que moi je trace mon chemin depuis le début, indépendamment de ce que font les autres. Mais oui, c'est un exemple, j'espère en tout cas, même pour les personnes qui nous utilisent, qui nous écoutent. Et puis c'est avec des petits gestes effectivement qu'on rend les choses meilleures. À ce titre-là, on a décidé sur la gamme Eco de positionner des capteurs de microparticules. C'est Pollutrak, exactement, avec la mairie de Paris. Avec la mairie de Paris. Et l'idée est d'avoir une visibilité de la qualité de l'air à chaque instant dans Paris. Et donc on fournit ces données à la mairie de Paris. Tout ça c'est financé par le groupe Renault. Et donc par ça on réussit, non seulement nous on a un impact faible, né même de zéro sur l'émission de faibles particules et de gaz à effet de serre, et on donne des informations qui vont permettre à moyen terme de lutter contre d'autres sources d'émissions et de comprendre d'où elles proviennent, parce qu'aujourd'hui la réalité c'est qu'on ne sait pas d'où tout provient. Vous insistez beaucoup également sur le Made in France et sur le fait que vous payez vos impôts ici. Pourquoi c'est si important pour vous ? Quand on gravite dans un écosystème français, on a bénéficié d'aides françaises
de l'environnement, d'entrepreneurs français. On a été dans des incubateurs du ministère de la Recherche, à Goranov. On a bénéficié d'un écosystème français, donc pour moi, il n'est même pas envisageable d'essayer de ne pas participer à l'effort collectif dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé de la valeur, on crée des richesses. L'objectif, c'est de rendre un petit peu ce qui nous a été donné en amont, parce que très honnêtement, entreprendre en France, c'est quelque chose qui est rendu très simple par l'écosystème français. Simplement, avant de conclure, est-ce que vous avez des sources d'inspiration, de sociétés, d'entreprises comme ça qui mettent des valeurs au cœur de leurs projets, qui vous ont inspiré quelque part ? Alors, c'est difficile de parler d'une marque en particulier, mais il y a des personnes, oui. Éric Bellion, qui a lancé le projet Comme un seul homme, est quelqu'un que je trouve assez exceptionnel. Il a participé au dernier Vendée Globe. Il est terminé premier amateur. Il navigue régulièrement avec des personnes aveugles, avec des personnes sourdes. Et pour lui, c'est vraiment le fait... Sa vision, c'est qu'il n'y a pas de limite. Les seules limites qu'on se donne sont des limites mentales, mais que dans les faits, il n'y a pas de limite. Donc, je dirais plus des hommes qui sont inspirants que des sociétés, même si beaucoup de sociétés aujourd'hui ont des valeurs positives, et d'ailleurs le groupe dont je fais partie en particulier. Alors je suis vraiment désolé, on va devoir conclure, malheureusement nous sommes pressés par le temps. Simplement, avant de terminer, quelles sont les grandes échéances à venir pour Marcel ? Alors la prochaine grande échéance, c'est d'atteindre cet objectif de 500 véhicules à la fin du premier trimestre 2019. C'est vraiment un objectif dur qu'on s'est fixé. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que pour pouvoir fournir un service de qualité, il faut une certaine densité, parce qu'avec la notoriété, les gens vous utilisent, et si vous n'avez plus de véhicules disponibles parce que vous avez trop de demandes, les gens sont déçus. Donc c'est d'accompagner cette croissance de la demande par une croissance de l'offre. C'est un projet, croyez-moi, qui est très engageant pour la société, pour tous les partenaires, et donc c'est quelque chose sur lequel on est concentré à 100%. Donc on n'a pas la possibilité, en tout cas pas les moyens humains aujourd'hui, de vraiment voir ailleurs. Mais ensuite, pourquoi pas essayer de proposer ce service vertueux autre part qu'à Paris. Le 100% électrique ? Le 100% électrique aussi. Alors la réalité, c'est que des citadines électriques avec une autonomie suffisante existent aujourd'hui. Des berlines, c'est pas encore le cas, ou alors avec des business models qui sont pour les chauffeurs pas rentables. Donc oui, on garde un œil effectivement sur ça, mais vraiment demain, après-demain, c'est pas quelque chose qui arrivera. Ça marche. Même si c'est mon objectif à long terme. Merci beaucoup Bertrand Altmaier d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Marcel, un service VTC citoyen et responsable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission Voyage en mobilité. Sachez que vous pouvez la retrouver bien entendu en podcast sur le site mondial-paris.audio, ainsi que sur tous les agrégateurs de podcasts. Nous sommes sur les réseaux sociaux, bien entendu sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à nous RT, comme disent les jeunes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de questions de mobilité ou encore de voyage en mobilité. À la prochaine.